Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, un accident de la circulation qui a eu lieu ce matin à Glo-Djigbe, commune d'Abomey-Calavi. À l'origine de cet accident, le mauvais dépassement effectué par le conducteur d'un bus de transport en commun ayant provoqué une collision avec un taxi. Situation tendue en Côte d'Ivoire, 4 jours après la nouvelle mutinerie des soldats ivoiriens. Des tirs ont été signalés à Abidjan et Bouaké dont le corridor est de nouveau ouvert. La France est dans l'attente de la nomination de son nouveau Premier ministre. Son nom devrait être dévoilé ce lundi par le président Emmanuel Macron. En attendant, Matignon se prépare à connaître la passation de pouvoir. C'est une scène comme on n'en voit pas souvent qui s'est déroulée ce matin à Glo-Djigbe. Un accident de la circulation a eu lieu tôt ce matin dans cette localité de la commune d'Abomey-Calavi. L'accident, je vous le disais, a été provoqué par un mauvais dépassement effectué par le conducteur d'un bus de transport en commun. Ce bus allant vers Boïcon s'est retrouvé en pleine collision avec un taxi qui se déplaçait dans le sens opposé. Comme vous avez pu le voir sur les images prises par Fréjus Fiossi, le conducteur du taxi a été grièvement blessé, puis transporté dans un centre de santé par des sapeurs-pompiers. On signale qu'un camion qui a évité la collision avec le bus est allé dans le décor. On ne dénombre aucune perte en vies humaines. Je vous propose maintenant d'écouter un témoin de la scène. Ce sont des propos recueillis par Sida Sonfort. J'avais constaté qu'il y a un bus en direction de Boïcon qui était déjà avec son pneu de l'avant sur le taxi qui était en direction de Calavi de Cotonou. Et de l'autre côté, j'ai constaté un titan qui était carrément à terre. De l'autre côté du terre-plein central qu'on a installé sur la voie, malgré que le deuxième sens de la voie n'a pas été réalisé. Je crois que nous pouvons identifier 2 causes pour cet accident qui a eu lieu ce matin. La première cause, c'est les dépassements anarchiques que les conducteurs de bus font sur nos voies. Puisqu'ils font des dépassements même à 3e position, des fois même à 4e position. Si bien que d'ordinaire, si vous ne les fuyez pas, ils vont vous tuer gratuitement. Maintenant, ce matin, ce qui a aggravé la situation et qui est la deuxième cause de cet accident, c'est le terre-plein central qu'on nous a réalisé sur le tronçon Messe Saint-O ou je ne sais pas, à Kassato, Glo, qui ne donne pas une issue à celui qui veut peut-être éviter un accident ou bien qui veut fuir un danger sur la voie. Politique, on parle des dernières actualités de l'Assemblée nationale. L'institution parlementaire s'est intéressée récemment à une question orale qu'elle a adressée au gouvernement au sujet de la loi relative aux unités administratives et locales, une loi votée en 2013 et qui pose plusieurs problèmes d'un point de vue de la décentralisation. C'est donc sans surprise que le ministre en charge de ce secteur s'est expliqué sur la question, n'est-ce pas, Ahmed Didier Oumpenouji? C'est le ministre en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, qui a fait le déplacement sur le palais des gouverneurs à Porto Novo pour répondre aux préoccupations des députés sur la délimitation des unités administratives du Bénin. Au regard des députés qui ont initié cette question, en l'occurrence l'honorable Edmond Zissou et 11 de ses collègues, cette loi votée le 27 mai 2013 portant création, organisation, attribution et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin connaît assez de dysfonctionnement car les villages enjambent 2 communes, des centres de vote balançoires dont les suffrages exprimés sont envoyés sur d'autres centres. Le ministre de la décentralisation a rassuré les honorables députés des mesures idoines que prend le gouvernement du nouveau départ. Les conflits ont été amplifiés suite à l'entrée en vigueur de ces 2 dernières lois, du fait des nouveaux villages créés. Un nouvel état des lieux s'impose donc en vue de l'actualisation du répertoire des conflits. À cet effet, le gouvernement vient de réceptionner les photographies numériques couvrant intégralement le territoire national avec l'appui de l'Union européenne. Il s'agit désormais d'une cartographie numérique, base de l'établissement du cadastre national et qui permet de régler définitivement
les questions de délimitation des unités administratives avec plus d'objectivité et d'appliquer la loi avec plus d'efficacité. Néanmoins, les députés sont montés au créneau pour signifier au gouvernement les difficultés du terrain liées à la délimitation des unités administratives. Cette loi, loin de régler les problèmes des entités territoriales de notre pays, en a géré plutôt bien d'autres. Sur la base de leur rapport, la 7e législature devait revenir sur la loi 2013 et opérer, Monsieur le Président, les corrections nécessaires afin que les élections législatives de 2019 s'organisent non plus dans la confusion et le cafouillage. Effectivement, c'est une situation qui empêche des frères, des sœurs d'une même localité de vivre en paix. Parce qu'il y a des quartiers qui se chevauchent, il y a la même localité qui, après la subdivision, on ne sait plus exactement où ça se trouve, les postes de vote, n'en parlons pas. Dans chacune de nos communes, que ce soit à Boumé-Calavi, que ce soit à Souava, que ce soit à Zé, c'est des problèmes qui existent avec acuité. À Souava, effectivement, les gens se sont charcutés. À Boumé-Calavi, plus précisément dans Godomé, une partie de l'arrondissement de Godomé s'est retrouvée dans Ouida, ainsi de suite. L'honorable Kusanda Djibade refute l'idée de la mise sur pied d'une commission et suggère que seul le gouvernement soit en mesure de trouver la solution. La seule entité capable de régler de manière définitive la question, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement et je souhaite que le gouvernement prenne ses responsabilités et avant le prochain débat d'orientation budgétaire, que le gouvernement puisse venir ici avec des propositions concrètes. On ouvre une page de notre histoire, celle de l'esclavage. Vous le savez, Ouida a été une plaque importante de ce phénomène. La ville est aussi connue pour sa route de l'esclave, un parcours plutôt unique que je vous propose d'effectuer, non pas en tant qu'esclave, bien sûr. Une route de l'esclave bien structurée, cela se trouve à Ouida, signe manifeste d'une ancienne plaque tournante de l'esclavage. Restaurée en 1992 à l'occasion du Festival international des arts et cultes vaudoun dénommé Ouida 92, elle était empruntée par les esclaves avant leur embarquement. 6 étapes la composent, dont la première est la place aux enchères. Là, on vendait nos aïeux. Là, le troc se faisait. Et quand je disais le troc, c'est pas de donner de l'argent. Les Européens venaient là. Nous avons connu 5 pays européens. Il y a les Portugais, les Français, les Anglais, les Danois, les Hollandais. Et ces pays-là, ils sont tous installés à Ouida ici. Ils ont leur fort. Et quand les marchandises, nos aïeux, arrivaient au marché, ils venaient sélectionner. Et ils donnaient des objets de peu de valeur en échange. Et si je peux vous donner un exemple là, quand les Européens arrivent à donner un canon au roi, le roi donne 21 femmes ou bien 15 hommes. C'est ce qui se passe au marché des esclaves. Ces esclaves ainsi troqués contre des objets de peu de valeur seront ensuite conduits vers l'arbre de l'oubli. C'est un arbre mystique qui a été planté par les rois autochtones du Dahomey, surtout le roi Agadia en 1727. Et arrivé là, tous les esclaves faisaient le tour de l'arbre. Et l'objectif de l'arbre, c'est pour pouvoir les rendre amnésiques, faibles. Donc les hommes faisaient 9 fois le tour, les femmes 7 fois. L'homme tourne dans le sens de l'évogie, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. La femme dans le sens de d'astrologie, de la gauche vers la droite. Parce que l'homme est basé sur le canal droit, la femme canal gauche. Et quand ils arrivent à faire le tour de l'arbre, ils devaient oublier leurs enfants, leur maison, en bref leur repère géographique. Après avoir oublié enfants et parents et désormais sans repère géographique, ils sont gardés dans une case noire, Zomaï, où certains perdaient la vie. Zo, c'est le feu. Maï, là où la lumière, le feu ne pénètre point. Cette case a été créée après des expériences de voyage. Ça veut dire quoi? Pour amener nos aïeux d'ici pour l'Amérique, ils font au moins 12 semaines. Ça fait 3 mois de voyage pour aller en Amérique. Mais les premières expériences ont montré quand ils voulaient amener 100, c'est à peine 30 qui arrivent à la destination. Alors là, c'est une perte pour les acheteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant?
C'est de là, les Européens ont eu l'idée de créer la case noire, qu'on appelle la case de Zomaï, où on gardait nos aïeux pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, c'est pour pouvoir les tester. Et ils sont en contact permanent avec l'obscurité. Et le pire encore, tous leurs besoins intimes se faisaient dans la case. Uriner, chier, là, c'est sur place. Et on les donne à manger 1 fois tous les 2 jours. Ceux qui ne réussissaient pas l'épreuve de Zomaï et qui y rendaient l'âme, et même ceux agonisants, étaient enterrés dans une fosse commune. La fosse est réservée pour les esclaves malades, fatigués, les morts, ceux qu'on a qualifiés des agonisants. Et si par exemple on laisse un malade rentrer chez lui, et par chance, il a la chance de se guérir, alors il peut toutefois dévoiler le secret. Et dans cet objectif, on les enterre vivants, dans la fosse commune. Les plus résistants et physiquement aptes à faire le voyage transatlantique sont soumis à un dernier rite. Ceux qui sont résistants, avant de venir à la porte de non-retour, on les obligeait maintenant à faire le tour de l'arbre 3 fois chacun, dans le sens de faire retourner de leur âme, de leur souffle. On appelle ça l'arbre de retour. Retour mystique et non retour physique. Et quand ils faisaient le tour dans le monde spirituel, ils sont attachés à leur terre. Parce que chez nous, en Afrique, particulièrement dans Dahomey, la mort c'est une vie passagère. Il faut immortaliser l'âme. Donc on demandait à ces esclaves de faire le tour dans l'objectif qu'après leur mort, leur âme devrait venir. Étape finale de la route de l'esclave, la porte du non-retour. Tout au long de la côte servait pour l'embarquement. Tous les bateaux restaient au large de la plage. Et on devait mettre nos aïeux dans des petites chaloupes vers le grand navire. Ce qui crée la mort de plusieurs esclaves du Dahomey. Ça veut dire quoi? Imaginez nos aïeux qui venaient de Savalo, un peu du centre du Bénin vers Abomey, qui n'ont jamais vu l'océan. En venant sur cette plage de Djegbadji, ils voyaient l'eau et le ciel à l'horizon comme ça. Ils se demandaient où allons-nous. Beaucoup d'entre eux préféraient mourir sur la terre que de mourir dans l'eau. Il y a des gens qui tombaient par terre, enchaînés, ils mangeaient le sable pour mourir. Le pire encore, ils ne sont pas habitués aux pirogues. Quand les pirogues s'agitent, si quelqu'un fait le mouvement de se jeter à l'eau, il entraîne les autres. Donc ça arrivait que les petites pirogues se vidaient même à mi-chemin. Donc regardez bien comment ils sont enchaînés. C'est le départ de nos aïeux comme ça, vers le dernier sort qu'on appelait la porte, le destin, la porte du non-retour. Donc ce côté que vous voyez de la porte où nos aïeux tournaient droit à la ville, c'est ça qu'on appelle la porte de non-retour physique. La porte de retour physique. De nombreux esclaves partaient ainsi vers des destinations inconnues, certains pour y être employés aux travaux domestiques et à la vente de volailles, d'autres pour tout simplement travailler dans les champs de coton, de riz ou encore de canne à sucre, avec la constante menace du fouet. Actualité en dehors du Bénin, situation tendue en Côte d'Ivoire. Des tirs ont été entendus ce matin dans certaines villes, dont Abidjan et Bouaké. Cela intervient quelques jours après le déclenchement par des soldats ivoiriens d'une nouvelle mutinerie. Ces mutins réclament le paiement de primes promises par l'État ivoirien en janvier dernier lors d'une ancienne mutinerie. C'est dans ce contexte que l'AFP nous informe que le corridor de Bouaké est de nouveau ouvert. Il avait été bloqué par ces mutins, des mutins qui n'ont de cesse d'expliquer les fondements de leur action. Je vous propose d'écouter l'un d'eux. C'est pour dire à M. Ouattara, nous, on n'est pas là aujourd'hui pour le déstabiliser. Ou bien ceux qui disent, on va faire coup d'État contre lui. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Et à parler devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. Le reste de 7 millions-là, où on devait avoir cet argent-là, on a un petit groupe qu'ils ont pris en otage à Abidjan, où tout le monde a vu dans RTI. Que vous voyez que nous on dit, c'est l'argent là, nous on laisse. On demande au gouvernement de respecter leurs engagements. Les promesses qu'ils nous ont dit, qu'ils règlent ça à un délai bref. Pour ne pas que ce genre de trucs répètent. Vous avez plutôt entendu plusieurs mutins et non un seul comme on l'avait annoncé. La France est dans l'attente de son nouveau Premier ministre. Son nom devait être dévoilé ce lundi. Toutes les attentions sont donc tournées vers l'Élysée où le président Macron doit procéder à la nomination de son Premier ministre. Édouard Philippe est présenté comme le favori au poste. C'est un pro-Juppé et en attendant l'annonce de l'identité du prochain Premier ministre de France, Matignon se prépare à vivre la passation de pouvoir. Et l'actualité d'hier en France reste donc l'investiture de Emmanuel Macron. On le voit ici remonter les Champs-Élysées, escorté par la garde républicaine après son investiture pour laquelle il avait rejoint l'Élysée dimanche matin. Vous allez le voir dans quelques secondes. Il avait donc rejoint l'Élysée dimanche matin, accueilli par François Hollande
Hollande qui sera raccompagné plus tard par Macron, une heure durant laquelle les deux personnes ont eu un tête-à-tête durant lequel Hollande a confié quelques secrets d'État à son successeur. Chili, le pays est connu pour sa ville minière d'Antofagasta, une ville qui assure la richesse à ses habitants grâce à cette activité minière. Mais c'est dans cette même région que le cancer du poumon est très développé, la faute à son port où transitent de concentrés de cuivre. Jacqueline a vécu 5 ans dans cet immeuble d'Antofagasta, au nord du Chili. Ses fils jouaient souvent sur cette terrasse. Mais chaque fois qu'ils allaient y prendre l'air, ils s'exposaient à cette poussière noire. Un mélange toxique d'au moins 16 métaux lourds qui se retrouvent aujourd'hui dans l'organisme de ces enfants. Il y a une sentence de mort sur ma famille. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière avec l'accumulation de métaux lourds. Ils sont là et ils vont rester. Et ils se transmettront à nos enfants, à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. En cause, le port industriel tout proche, où transite le concentré de cuivre qui fait la richesse de la région. Les particules de métal, transportées par le vent, se retrouvent sur toute la côte. Condamné à une amende d'1 300 000 $ pour pollution, le port devait pourtant améliorer ses pratiques. Mais pour les associations qui défendent les droits des citoyens, ce n'est pas suffisant. Le port doit être déplacé à l'extérieur de la ville. Un souhait qui a peu de chances de se réaliser. Nous voyons que la classe politique dépend beaucoup du pouvoir économique ici. Elle en a très peur et préfère sacrifier Antofagasta plutôt que d'empêcher le Chili de gagner de l'argent. Ville dédiée à l'activité minière, les habitants d'Antofagasta jouissent en effet d'un revenu bien supérieur à la moyenne nationale. Mais cette richesse a un prix. Dans les années 60, de grandes quantités d'arsenic dans l'eau potable ont empoisonné toute une génération. Aujourd'hui, le cancer du poumon y tue 2 fois plus que dans le reste du pays. Toute cette génération a ses problèmes de santé. Et bien qu'ils aient les revenus les plus élevés, ils ont aussi la plus faible espérance de vie du Chili. Désormais installée dans un autre quartier, Jacqueline se demande quelles seront les conséquences réelles de cette pollution sur ses enfants. Les effets d'une exposition aux métaux lourds pourraient prendre des décennies avant de se manifester. Sport, le Tour cycliste 2017 du Bénin s'est achevé ce dimanche à Cotonou. Cette 14e édition a été remportée par Abdelaziz Nikiema, n'est-ce pas, Laurent Toningues? Le Burkinabé Abdelaziz Nikiema remporte le 14e Tour cycliste de Cotonou malgré la victoire de l'Ivoirien Abou Sanogo lors de la dernière étape. Abou Sanogo, vainqueur de ce critérium très heureux, rend hommage à son compatriote blessé à la première étape à Parakou. Je félicite toute l'équipe qui a travaillé. On est venu hommage à mon coéquipier qui a mis une chute, qui a cassé son bras. Cette victoire, ça nous viendra au cœur, sa tête décidée. Travis Leman, qui a eu un accident la première étape, on était motivé pour gagner, pour lui faire hommage et cette victoire. On a vraiment mérité cette victoire. La Papouasie est fière de nous parce qu'on ne peut pas venir d'être international du Bénin sans remporter une étape. Le critérium de Cotonou est une course de 20 tours sur une distance de 68 km parcourue en 1 heure 49 minutes 52 secondes par les coureurs. Avant cette étape, les coureurs étaient à l'épreuve sur les circuits Parakou Savet, Dassa Boycon Huida et le critérium de Porte-Nouveau. Présent sur les lieux ce dimanche lors de l'épilogue de ce tour cycliste à Cotonou, le ministre des Sports Oswald de Meki se dit très satisfait de son déroulement. Je suis heureux pour la Côte d'Ivoire qui a remporté l'étape de ce jour et je suis heureux pour les Béninois qui ont fait de participer, qui ont quand même montré qu'avec un peu d'effort, un peu de soutien, avec du bon matériel, ils peuvent faire des résultats qui feront également la fierté du Bénin. Je veux dire merci à tout le public qui a pu voir que le cyclisme, c'est un sport qui va vers les gens, qui leur donne du bonheur, du plaisir. On est dimanche après-midi, c'est une belle ambiance ici à Cotonou, à Zongo, et je remercie tout le monde. Les Béninois se contentent des prix d'encouragement offerts aux meilleurs des leurs, tel Idrissou Bassiki, meilleur cycliste du Bénin sur cette 14e édition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.